détention d'équidés, obligations et recommandations, c'est la thématique d'aujourd'hui. On va effectivement consacrer la demi-heure qui va suivre à étudier ensemble les règles qui encadrent la détention des chevaux et des poneys. Concernant le sommaire, j'ai choisi d'organiser la présentation de la façon suivante, avec 4 temps et des entrées finalement assez pratiques. On va se consacrer tout d'abord sur les règles qui concernent la détention des chevaux au box et en pâture. Vous allez voir que ça va être la partie la plus dense de la présentation et l'essentiel. Ensuite, j'ai voulu quand même faire un petit point sur les aires de travail, c'est-à-dire les manèges et les carrières. Vous allez voir, c'est très rapide, mais ça fait quand même partie des questions qui reviennent assez souvent. Donc, je vais essayer de vous donner quelques infos là-dessus. Un petit focus sur le règlement sanitaire départemental. Pourquoi? Parce que c'est un texte que la plupart d'entre vous, à mon avis, connaissent. Mais c'était quand même important d'essayer de rappeler ce qu'il contient et surtout à qui il s'applique. Dernier point, sur la responsabilité civile du détenteur. La façon dont le détenteur va détenir ses équidés, les conditions de détention, peuvent, dans certains cas, entraîner une mise en cause de responsabilité. On verra sur quel fondement juridique et dans quelles conditions. Quelques éléments d'introduction. Alors, concernant la définition du détenteur dans un premier temps, alors quand on parle détention, évidemment, on parle détenteur. Vous ne trouverez pas de définition juridique entre guillemets officielle du détenteur, même si c'est une notion qui apparaît dans de nombreux textes, et notamment les textes qui concernent l'identification et les obligations administratives des détenteurs d'équidés. Aujourd'hui, dans le propos qui nous intéresse, il faut que vous entendiez le détenteur de la façon la plus large possible. Donc j'ai retenu la définition suivante. Le détenteur tel que je vais en parler aujourd'hui, c'est une personne physique ou une personne morale, professionnelle ou non, qui a la garde d'un équidé ou plus, à titre permanent ou à titre temporaire, peu importe qu'il en soit ou non propriétaire. Donc vraiment, on parlera de détenteur à partir du moment où une personne, quelle que soit sa qualité, quel que soit son lien avec le cheval, aura la garde du cheval. Les règles qui encadrent la détention des équidés, elles ont deux objectifs principaux. Un objectif sanitaire et également un objectif qui est lié au bien-être des équidés, le bien-être étant aujourd'hui effectivement une préoccupation qui est essentielle, j'ai envie de dire. Donc le sujet d'aujourd'hui et la façon dont on va détenir les équidés, qu'on soit professionnel ou particulier, va entrer pleinement dans le cadre de cet objectif d'amélioration du bien-être des chevaux et des poneys. Je me permets juste de vous expliquer qu'il y a certains points que je n'ai pas pu aborder dans la conférence tout simplement pour des questions de temps. Donc vous allez voir qu'on va vraiment se concentrer sur les règles du code rural et du code du sport. Malheureusement, tout ce qui est droit de l'urbanisme, réglementation relative aux ERP, établissements recevant du public, ainsi que les dispositions du code pénal ne seront pas rappelées dans la webconférence, mais voilà, sachez que ça existe. Et sachez que si vous êtes détenteur, potentiellement, vous êtes obligé de respecter un certain nombre de formalités au regard de l'urbanisme et aussi éventuellement des ERP si vous recevez du public. Concernant le code pénal, des dispositions qui protègent les animaux, donc les chevaux, contre les abandons, les mauvais traitements, les actes de cruauté, sont des dispositions que vous pouvez aussi retrouver assez facilement, notamment sur le site de l'IFCE, avec vraiment des dispositions qui ont une vocation générale et qui s'appliquent à tout le monde, quel que soit le détenteur d'équidés. Donc comme c'est quelque chose de très large, voilà, j'ai préféré l'écarter tout simplement pour des raisons de temps. Dernier petit rappel avant d'entrer dans le vif du sujet, le détenteur d'équidés a des obligations administratives. Si vous êtes déjà détenteur, vous le savez probablement.
En revanche, si vous êtes futur détenteur, futur propriétaire, pourquoi pas, il est important effectivement de vous renseigner là-dessus. Vous devez remplir un certain nombre de démarches auprès de l'IFCE. Les 4 principales sont les suivantes: l'identification des équidés que vous détenez, la déclaration du lieu de détention des équidés, la tenue du registre d'élevage et la déclaration du vétérinaire sanitaire qui va avec la visite sanitaire d'élevage qui est obligatoire à partir de 3 équidés détenus. Si vous avez des questions là-dessus, je vous renvoie sur le site internet de l'IFCE, vous voyez le lien à l'écran, sur lequel vous retrouverez un guide tout à fait complet qui vous permettra d'obtenir des réponses à toutes vos questions. Mais gardez quand même en tête ces obligations sanitaires qui sont très importantes. Alors, dans quelles conditions doit-on détenir des chevaux, qu'on soit au pré ou qu'on soit au box? Tout d'abord, on doit s'intéresser au code rural. Que nous dit le code rural en matière de conditions de détention des équidés et plus largement des animaux? Eh bien, vous allez voir qu'il existe des règles, mais que ce sont des règles qui sont relativement larges et finalement qui n'entrent pas dans une précision que vous allez peut-être attendre. Le premier article de référence, c'est l'article L214-1 du Code rural, ainsi que le -3, où on nous dit que l'animal est un être sensible et qu'il doit être placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et on a en complément l'interdiction d'exercer des mauvais traitements envers les animaux qui sont détenus. Donc ça vient en complément des dispositions du code pénal que vous connaissez peut-être. Donc vous voyez que les impératifs biologiques de l'espèce, ça reste quelque chose quand même de très large. Donc c'est protecteur des animaux et donc des chevaux, mais ça laisse quand même une très grande marge de manœuvre. On continue toujours sur le code rural, où là on va entrer un petit peu plus dans la précision. Mais encore une fois, vous allez voir qu'on est sur des obligations qui sont assez générales, qui concernent de toute façon l'ensemble des animaux. Donc effectivement, vous n'allez pas retrouver dans le code rural de différence entre les équidés, entre les chiens, les chats, les bovins, tout ce que vous voulez. Vous êtes vraiment sur des dispositions qui concernent l'ensemble des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés. Globalement, le code rural nous interdit les choses suivantes. Donc, priver les animaux de nourriture ou d'abreuvement, les laisser sans soin, les placer dans un habitat ou un environnement qui est inapproprié aux conditions climatiques que l'espèce peut supporter, d'utiliser des dispositifs d'attache ou de contention qui sont inadaptés à l'espèce ou qui sont de nature à provoquer des souffrances ou des blessures, et d'utiliser des techniques d'élevage qui peuvent occasionner des souffrances inutiles aux animaux. En complément de cet article, du coup la disposition qui vient juste après est là un petit peu plus précise parce qu'elle concerne que certains types d'espèces, notamment les équidés, et elle concerne la détention en plein air des animaux. Le code rural nous dit qu'il est interdit de détenir des animaux en plein air lorsqu'il n'existe pas de dispositif ou d'installation destiné à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques. Donc, autrement dit, il est interdit de détenir des équidés sans avoir d'abri prévu. Et il est également interdit de détenir des équidés en l'absence de clôture, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache qui permettent d'éviter de faire courir un risque d'accident aux animaux. Donc, autrement dit, il faut forcément parquer les animaux ou utiliser déjà la typologie du terrain pour éviter que les animaux puissent divaguer librement. Sachez que le non-respect des dispositions des articles donc R214-17 et -18 est puni d'une peine d'amende prévue pour des contraventions de la 4e classe, c'est-à-dire un montant de 750 €. Donc ces dispositions, je l'ai dit, sont générales, mais à mon avis, elles ont quand même un double intérêt. Alors, le fait qu'elles ne soient pas très précises n'est pas en soi quelque chose qui est problématique, dans le sens où d'une part, elles permettent aux détenteurs d'avoir une grande marge de manœuvre dans la façon dont ils vont détenir leurs animaux,
Et quand on prend les professionnels, par exemple, on se dit qu'ils sont quand même les mieux à même de savoir dans quelles conditions garder leurs animaux pour essayer de faire en sorte qu'ils soient le mieux entretenus possible. Et d'autre part, ces dispositions, elles laissent aussi une grande marge de manœuvre au juge. Au contraire, lorsque le juge va être amené à apprécier eh bien, la dangerosité éventuelle des installations d'un détenteur. Alors, un petit focus sur les pâtures. Les équidés hébergés en pâture, je vous l'ai dit, vous venez de le voir, doivent impérativement disposer d'un abri. Un abri, ça ne veut pas forcément dire un abri artificiel construit par l'homme, ça peut tout à fait être un abri naturel. Donc là, ça va dépendre du climat, ça va dépendre de la végétation, ça va dépendre aussi des équidés concernés. Forcément, vous en avez qui sont plus rustiques que d'autres. Donc là, effectivement, ça va être au détenteur d'apprécier l'abri qui va être nécessaire pour permettre aux équidés de se protéger des aléas climatiques. L'obligation de la clôture, on l'a dit. Au-delà de ça, concernant la nature de la clôture, la façon dont vous allez parquer les animaux, il n'existe aucune règle obligatoire. Donc, en fait, vous êtes complètement libre pour choisir les clôtures que vous allez utiliser. Je vais préciser mon propos juste sur la diapo suivante, vous verrez. Et concernant la surface des pâtures, là aussi, aucune règle obligatoire. On entend souvent parler de la règle de 1 hectare par cheval. Donc c'est une recommandation, mais ça n'est absolument pas une obligation. Je vous ai mis un petit lien vers toujours le site internet de l'IFCE qui contient effectivement un certain nombre de recommandations qui peuvent être utiles. Je vous invite, si vous posez des questions, si vous ne savez pas forcément trop comment détenir vos équidés, comment aménager vos pâtures, vos box, je vous invite à les consulter. Elles n'ont pas valeur obligatoire, encore une fois, mais elles peuvent être quand même utiles parce qu'elles vous donnent des indications intéressantes et qui en général font quand même l'objet d'un consensus de la plupart des professionnels du secteur. Donc c'est quand même aussi assez rassurant de pouvoir se conformer à ces recommandations. Toujours sur les clôtures, une question qui revient très souvent, c'est la question du fil barbelé. Est-ce qu'il est interdit ou non? Eh bien, j'ai déjà un petit peu répondu à la question, donc vous devez vous douter que la réponse est non. Dans le code rural, vous l'avez vu, rien ne nous interdit d'utiliser du fil barbelé. Dans le code du sport, on avait jusqu'à assez récemment un article que je vous ai remis en référence qui interdisait l'utilisation du barbelé. Alors attention, les dispositions du code du sport, elles ne sont applicables, elles ne sont obligatoires que pour les établissements sportifs, c'est-à-dire les établissements qui reçoivent du public et qui organisent la pratique d'activités sportives autour des chevaux, donc la pratique de l'équitation. Ça veut dire qu'une écurie de propriétaires, par exemple, qui ne propose aucune activité d'enseignement, ne sera pas obligée de respecter les dispositions du code du sport. Voilà, petite nuance, mais qui vous sera aussi utile pour la suite. Donc cet article du code du sport qui interdisait l'utilisation du barbelé a été abrogé. Et depuis le 1er septembre 2017, vous n'avez nulle part mention du fil barbelé et d'une éventuelle interdiction. Néanmoins, je vous invite quand même à la plus grande prudence. Le fait que l'interdiction du barbelé ne soit pas écrite dans un texte ne veut pas dire que vous pouvez y avoir recours en toute liberté et puis en vous rassurant et en vous disant comme c'est pas interdit, de toute façon j'ai le droit et je ne risque rien. C'est pas aussi simple que ça, tout simplement parce qu'en cas d'accident, notamment pour les chevaux qui sont mis en pension chez des dépositaires professionnels, en cas d'accident, le propriétaire va généralement rechercher la responsabilité du dépositaire. Et à cette occasion, le juge il va devoir apprécier l'existence d'une faute du dépositaire et il va du coup examiner la façon dont les chevaux sont détenus, il va examiner l'aménagement des pâtures, des box, etc. Et s'il constate que les chevaux sont détenus et sont parqués avec du barbelé, potentiellement, il y a quand même toutes les chances qu'il considère que le dépositaire a été négligent et a commis une faute, entraînant la mise en cause de sa responsabilité.
Je vous donnerai un petit exemple à la fin, mais du coup, soyez quand même vraiment attentifs, et notamment si vous êtes professionnel, si vous prenez des chevaux en pension. Si vous utilisez du barbelé, prudence, prudence, parce que vraiment, en cas d'accident, en tout cas, si les chevaux se blessent à cause du barbelé, il y a quand même toutes les chances que votre responsabilité soit engagée. Donc, je ne peux que vous conseiller de ne pas, enfin, d'essayer dans la mesure du possible, de ne pas utiliser de barbelé pour vos chevaux. Concernant les box, cette fois-ci, est-ce qu'il existe, pardon, des règles précises? Eh bien non, vous l'avez vu, ni dans le code rural, ni dans le code du sport, on n'a rien d'obligatoire concernant la dimension des box, concernant les matériaux utilisés, concernant l'aménagement, rien de particulier. Donc là encore, je vous renvoie aux recommandations qui sont émises par l'IFCE, je vous ai mis les liens. Vous avez beaucoup de choses intéressantes. Et je vous ai quand même cité une décision que j'ai trouvée assez parlante, et ça me semblait utile d'attirer votre attention là-dessus. Tout ça pour vous montrer que les juges, lorsqu'ils n'ont aucun texte sur lequel s'appuyer, aucun texte obligatoire, ils vont parfois se référer à ces recommandations lorsqu'ils vont être justement amenés à apprécier la dangerosité des installations. Et dans cet arrêt de la Cour d'appel de Pau, c'est précisément ce qui s'est passé. Il y a eu un accident qui est survenu à un cheval dans son box, et dans le cadre d'une expertise amiable, donc qui a été diligentée par les assureurs, a été utilisé un texte de recommandation des haras nationaux de l'IFCE, et le juge s'est vraiment basé là-dessus pour considérer justement que eh bien, le box était dangereux, et pour engager la responsabilité du dépositaire. Donc, soyez quand même vigilants, et ça peut quand même être utile, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de l'ensemble de vos installations, de consulter ces recommandations. Un petit mot sur un arrêté du 30 mars 2000 qui vient préciser les dispositions du code rural qu'on vient d'aborder ensemble. Alors là aussi, vous voyez qu'on est sur des textes qui sont quand même, encore une fois, pas très précis, et sur des obligations qui sont très générales. Obligation de maintenir en bon état de santé, en bon état d'entretien, aucune souffrance évitable, aucun effet néfaste sur la santé des chevaux. Donc on est sur des règles finalement qui reprennent un petit peu ce qu'on a vu, mais ça mérite de le préciser. Et ensuite, j'ai essayé de vous faire un petit... Alors, je ne vous ai pas cité l'intégralité de l'arrêté parce que ça me paraissait quand même compliqué, mais j'ai essayé de vous faire une petite synthèse des dispositions principales que vous y retrouvez. Donc, vous voyez par exemple que sur les équidés hébergés en box ou en stabulation, on a une obligation de désinfection régulière, absence de bords tranchants susceptibles de blesser les animaux, interdiction de détenir les animaux dans une obscurité ou une lumière artificielle permanente, des installations d'abreuvement d'alimentation qui sont conçues de manière à limiter les risques de contamination. Et concernant les chevaux hébergés en extérieur, là encore, on doit avoir un enclos, donc un parquage des animaux, pour éviter les évasions, éviter les accidents, protéger contre les intempéries et les prédateurs, avec un accès à l'eau et une nourriture adaptée. Donc là encore, on est effectivement sur des dispositions qui sont de même nature par rapport à ce qu'on a pu voir juste avant. Et juste en complément, pour terminer sur ce point, donc les articles du code du sport, je vous en ai parlé tout à l'heure pour les barbelés. Donc indépendamment de cette disposition qui a été supprimée, vous trouvez aujourd'hui toujours dans le code du sport des articles concernant les établissements recevant du public qui sont des établissements sportifs et qui organisent des activités d'équitation. Et il y a un article qui est plutôt intéressant, donc je voulais citer. Après, le reste, ça va plutôt concerner la sécurité des pratiques, la sécurité des cavaliers. Donc on n'est plus vraiment sur la détention. Mais là, vous voyez que eh bien, toutes les installations de l'établissement doivent être compatibles, notamment avec la sécurité des équidés. Et les installations doivent être maintenues en bon état. Donc là encore, pas d'apport, on va dire, extraordinaire par rapport au code rural. On est toujours un peu sur des dispositions qui sont sur le même ton et qui restent assez générales, mais qu'il ne faut quand même pas négliger.
et il faut vraiment que chaque détenteur puisse faire au mieux pour respecter ces dispositions. Une petite diapo sur les aires de travail, c'est-à-dire les carrières et les manèges. Donc, la seule disposition que j'ai trouvée concernant les aires de travail, c'est une disposition du Code du sport, donc applicable uniquement, je vous le redis, aux établissements sportifs, ce qui ne veut pas dire que des établissements du type, par exemple, écurie de propriétaires, qui ne font pas d'enseignement mais qui ont quand même une carrière et un manège à disposition des clients, peuvent quand même, enfin en tout cas je leur recommande, de respecter cette disposition et d'essayer de faire en sorte que les installations soient les plus sécurisées possibles, même si, encore une fois, cet article ne peut pas leur être opposable. Donc le code du sport nous dit simplement que s'il existe une lisse ou un pare-botte prévu dans les installations, ils doivent être continus, sans aspérité, conçus de manière à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état. Donc ça ne veut pas dire que la lisse ou le pare-botte soit obligatoire, ça veut simplement dire que s'ils existent, ils doivent être conçus de cette façon-là. Donc encore une fois, on est sur quelque chose d'assez large, et là, j'invite vivement toutes les écuries et même tous les particuliers qui veulent construire un manège ou une carrière à se référer aux recommandations pour essayer d'avoir une sécurité maximale. Encore une fois, si un enseignant, par exemple un centre équestre qui propose une séance d'équitation, voit sa responsabilité recherchée par un élève qui aurait chuté, et bien là, le juge va être amené à apprécier la sécurité des installations et potentiellement, il a quand même une grande marge de manœuvre. Donc si on a une carrière qui n'est pas qui n'est pas fermée, il n'y a aucune lisse, ou si on a un manège où il n'y a pas de pare-botte, ou si il y a un pare-botte mais avec qui n'est pas lisse, avec des choses un peu dangereuses, etc., le juge aura quand même tout le loisir de condamner l'écurie à indemniser le préjudice de la victime. Donc soyez vigilants, parce que même s'il n'y a pas d'obligation, beaucoup d'obligations, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas effectivement faire le maximum pour sécuriser vos installations. Alors après, c'est pas facile parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément de choses très précises. Et alors concernant la dimension des aires de travail, aucune règle, rien de plus. Le règlement sanitaire départemental. Alors là aussi, juste une petite diapo. C'est une question qui revient souvent. C'est un texte que la plupart des gens ont à l'esprit. Ils se demandent souvent s'ils doivent respecter le contenu ou pas. Donc, je vais essayer de vous donner quelques infos synthétiques pour répondre à cette question-là. Donc, le règlement sanitaire départemental, c'est un texte qui est édicté par les autorités locales, qui concerne l'hygiène et la salubrité publique. C'est le maire qui est chargé de son application, et comme son nom l'indique, évidemment, il est applicable sur un territoire donné, donc sur une zone départementale. Donc vous, en fonction de votre département, vous devriez pouvoir, si besoin, trouver assez facilement le règlement sanitaire concerné sur internet. Donc si vous détenez des équidés, n'hésitez pas à y jeter un œil parce que ça peut être intéressant. En général, dans les règlements sanitaires départementaux, vous avez deux types de dispositions. Des dispositions qui sont plutôt applicables aux particuliers et des dispositions qui vont être applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles. Donc ça veut dire que cette deuxième catégorie s'applique à toutes les personnes qui exercent une activité, donc élevage, agricole, autour du cheval. Donc ça, c'est assez large. En général, c'est interprété de façon très large, c'est-à-dire qu'on va appliquer ça aux centres équestres, aux éleveurs, aux écuries de propriétaires, très largement, dès lors qu'on va avoir un établissement qui reçoit du public et qui détient des équidés, ça va être applicable. La seule exception, ça va être le particulier qui détient un ou deux équidés pour son agrément, et ça va être l'élevage familial, c'est-à-dire la personne qui est particulier, qui a une jument poulinière par exemple, et qui fait naître un poulain par an. Soyez quand même prudents parce que le juge garde quand même une petite marge de manœuvre sur l'interprétation, et en fonction des décisions, on a parfois un petit décalage. Donc voilà, je vous dis ça parce que c'est ce qui ressort de la jurisprudence, mais voilà, attention quand même.
Dans ce règlement sanitaire départemental, et notamment concernant les activités autour des équidés, élevage, activités agricoles, vous trouvez des dispositions que vous devez impérativement respecter concernant l'aménagement des bâtiments et concernant, par exemple, les règles d'épandage, voilà, tout ce qui concerne la détention quand même sur le plan sanitaire est assez fourni, donc il faut vraiment le consulter. Et concernant les bâtiments, il y a notamment des règles de distance. Ça, c'est assez connu. Distance qui est distance minimale à respecter entre le bâtiment dans lequel vous détenez les animaux et l'habitation de votre voisin. Donc ça, c'est pareil, à consulter avant de vous installer ou avant de construire un bâtiment parce qu'après, vous pouvez être quand même relativement embêté. Et le non-respect du règlement sanitaire départemental est passible de contravention d'un montant de 450 €, vous le voyez. Dernier point, sur la mise en cause de la responsabilité civile du détenteur. La détention d'animaux peut être à l'origine d'une action en responsabilité, à mon sens, principalement sur deux fondements. Le premier, c'est le fondement de la responsabilité civile contractuelle du dépositaire d'équidés. Donc le dépositaire d'équidés, c'est celui qui prend des chevaux en pension dans son établissement. À cette occasion, il a une obligation d'assurer la sécurité des chevaux qui lui sont confiés. Il doit lui apporter aux chevaux confiés les mêmes soins que ceux apportés aux chevaux qui lui appartiennent. Vous voyez, c'est un extrait du code civil. En cas de blessure ou de décès d'un cheval confié, le propriétaire ou le déposant du cheval peut engager la responsabilité du dépositaire et demander donc l'indemnisation de son préjudice à trois conditions. Un dommage, donc ça c'est assez simple, c'est le décès ou la blessure du cheval. Ensuite, une faute. Donc là, c'est à cette occasion-là que le juge va pouvoir regarder les conditions de détention des chevaux et pouvoir considérer qu'il y a une faute, un manquement à une obligation de sécurité. Donc par exemple, le fait d'avoir des box qui sont dangereux parce qu'il y a un bord tranchant à un endroit, ou le fait d'avoir des clôtures qui ne sont pas suffisamment fermées, suffisamment hautes, qui ne sont pas suffisamment sécurisées, tout ce qu'on peut imaginer. Et là, encore une fois, le juge ne va pas uniquement se référer aux obligations du code rural, mais il va vraiment apprécier effectivement les conditions de détention en regardant les recommandations, en regardant les témoignages des professionnels qui peuvent éventuellement être produits dans le cadre d'une procédure. Donc là, attention, c'est pour ça que si vraiment sur la détention, vous n'êtes pas tout à fait sûr, c'est à cette occasion que vous risquez potentiellement une mise en cause de responsabilité. Et dernière chose en lien de causalité, évidemment, il faut que la faute qui est identifiée, le manque de sécurité, soit à l'origine directe et certaine du dommage, c'est-à-dire de la blessure ou des décès du cheval. Alors sur ce sujet, je vous ai mis le lien de la webconférence animée sur la responsabilité du dépositaire. Si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas, vous pouvez la visionner, vous avez effectivement toute la webconf qui est consacrée à ces questions. Alors pour illustrer, je vous ai mis deux exemples, je vais aller un peu vite. Deux exemples de jurisprudence qui me paraissaient intéressants. Le premier qui concerne justement les barbelés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Caen qui date de 2002. Dans ce cas d'espèce, une pouliche trotteuse avait été confiée dans le cadre d'un dépôt gratuit, donc c'est-à-dire c'était pas une pension payante, c'était plutôt un service, on va dire, rendu gratuitement par la personne qui a pris la pouliche en pension. Mais néanmoins, même si c'était un dépôt gratuit, il y avait quand même cette obligation d'assurer la sécurité de la jument confiée qui pesait sur le dépositaire qui avait la garde de l'animal. Ce qui s'est passé, c'est que c'était une jeune pouliche assez nerveuse qui avait été mise en pâture, qui était clôturée avec du fil barbelé. La jument, à un moment donné, a été effrayée par un sac plastique qui volait dans son pré. Elle s'est jetée contre les barbelés et elle s'est gravement blessée. Donc là, on a des détails dans la décision, c'est assez horrible. Fracture ouverte du canon postérieur gauche, le sabot qui tenait par un mince lambeau de peau
qui était encore rattaché à la jument juste par un lambeau de peau, et des tendons qui étaient complètement arrachés. Donc vraiment un truc affreux, qui a entraîné l'euthanasie de la jument. Le déposant a recherché la responsabilité du dépositaire pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, c'est-à-dire un versement de dommages et intérêts correspondant à la valeur de la jument qu'il avait perdue. Et le juge s'est rendu compte que le dépositaire utilisait des barbelés pour la pouliche qui avait été confiée, mais par contre que ses propres chevaux, il ne les mettait pas dans justement des clôtures barbelées. Et il a aussi constaté que c'est bien les barbelés qui étaient finalement à l'origine directe et certaine de la blessure. Et a priori, si la pâture avait été clôturée avec d'autres clôtures plus sécurisées, on aurait pu éviter une blessure aussi grave. Donc le juge a considéré que le dépositaire était fautif en raison de ces fils barbelés et il l'a condamné à indemniser le propriétaire de la pouliche. Donc vous voyez qu'encore une fois, il n'y a pas forcément d'interdiction des barbelés, encore que à l'époque, effectivement, la disposition du Code du sport était en vigueur. Néanmoins, dans la décision, il n'y a aucune référence à cette disposition. Là, on est vraiment sur la libre appréciation du juge concernant la sécurité des installations du dépositaire. Deuxième exemple, cour d'appel d'Angers cette fois-ci, 2016. Un cheval qui avait été confié en pension dans un haras, encore une fois, et cette fois-ci, il s'est blessé au box. Il a été retrouvé un matin avec le pied bloqué du coup dans le rail supérieur de son box et il était coincé donc entre le rail et la cloison du box voisin. Donc il y a eu une expertise et le juge en a conclu à un box qui était clairement dangereux puisqu'il y avait une partie coupante qui était forcément source de blessure. Il a condamné le dépositaire qui, selon lui, en sa qualité de professionnel de l'hébergement des chevaux et de cavalier chevronné, ne pouvait ignorer le risque présenté par le box et n'aurait pas dû héberger des chevaux dans ces conditions-là. Il aurait dû s'en rendre compte au moment où il a monté les box, sachant qu'il les a montés d'une heure. Et donc, il l'a condamné, il a considéré qu'il a été fautif et il l'a condamné à indemniser le propriétaire du cheval, sachant que c'était un cheval qui valait 31 000 €. Alors, petite nuance un peu rassurante quand même pour le dépositaire, il a pu ensuite entamer une action en responsabilité contre le fabricant du box et il a obtenu gain de cause. Donc finalement, il y a eu une double action en responsabilité. Dernier point, toujours sur la responsabilité du détenteur d'équidés. Je voulais aborder la question des troubles anormaux du voisinage. Donc là aussi, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez. Je vous ai mis un lien, encore une fois, vers une autre conférence qui est dédiée à ce sujet. Donc si vous avez besoin d'infos plus précises, je vous invite à la visionner. Sachez simplement que le détenteur de chevaux peut être à l'origine de conflits de voisinage. La façon dont il détient ses équidés peut entraîner des nuisances pour ses voisins qui vont alors rechercher sa responsabilité. Globalement, pour que le détenteur engage sa responsabilité, il faut réunir 3 conditions. Un dommage, un trouble qui va être qualifié d'anormal, c'est-à-dire qui va excéder les inconvénients normaux du voisinage. Donc là, ça va être au juge d'apprécier si on est sur un inconvénient, on va dire classique de voisinage, ou au contraire si on est vraiment sur un trouble anormal. Donc là, on a des nuisances qui peuvent être de différentes natures. Sonore, olfactive, visuelle, pollution, divagation, prolifération de nuisibles, etc. Et le juge va regarder plusieurs choses. La première, ça va être la zone dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on est en ville? Est-ce qu'on est à la campagne? Parce que bien évidemment, les inconvénients de voisinage qu'on peut attendre dans une zone ne seront pas les mêmes dans l'autre zone. Et il va aussi regarder la fréquence et l'intensité des nuisances. Donc ça, globalement, ça va aussi se faire grâce à... Alors, la preuve va être apportée grâce à des constats d'huissier, grâce à des témoignages d'autres voisins, pour essayer effectivement de faire un peu la part des choses et de savoir si on est sur un inconvénient ordinaire ou sur un trouble anormal. Et dernière chose, le lien de causalité, classiquement en droit de la responsabilité. Il faut que le trouble identifié soit la cause directe et certaine du dommage. Alors, je vais un peu vite sur ces questions, mais
On est un petit peu pris par le temps malheureusement. Euh, du coup, juste pour terminer, je voulais vous dire un petit mot d'une application qui s'appelle Equipass, qui jusqu'à récemment s'appelait Equi-Réglementation, vous connaissez peut-être. C'est une application qui a été mise en place et créée par la Fédération nationale des conseils des chevaux et sur laquelle l'Institut du droit équin a travaillé en collaboration avec la FNCC sur toutes les questions juridiques. Donc cette application, qui est gratuite, peut être téléchargée par tous les détenteurs et permet de faire un autodiagnostic pour savoir si dans sa structure, enfin, pour faire un point et savoir où il en est au regard de la réglementation dans sa structure. Donc ça peut être effectivement quelque chose d'assez utile, de faire un petit point sur sa situation. L'application évidemment est mise à jour très régulièrement et vous trouvez pas mal de choses intéressantes, notamment en matière de bien-être. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à la télécharger. Ben, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'en arrive à la fin de la présentation. J'espère que ça correspondait à vos attentes et que ça a été pas trop rapide et le plus complet possible.